Si l'on m'avait dit dans les années 80, à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, j'étais étudiante, et où je lisais et fichais, comme disent les étudiants de Sciences Po aujourd'hui, ils disent ça, où je lisais et fichais les sommets de l'État que j'aurais à présenter Pierre Birnbaum dans ces conditions, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Donc Pierre Birnbaum est un des sociologues politiques français les plus réputés, les plus productifs, les plus créatifs de sa génération. Et j'arrête. Et si il est parmi nous, c'est que depuis de nombreuses années, il fait une histoire politique de ceux qu'il appelle les juifs d'État et s'intéresse donc au rapport à la judéité de grandes figures de la Troisième République. Son dernier livre dans cette perspective est un portrait de Léon Blum et il nous propose une intervention qui s'intitule Durkheim et le judaïsme. Merci beaucoup de cette évocation d'un temps immémorable qui ne nous rajeunit pas malheureusement. Donc je vais remercier François de Singly d'avoir bien voulu m'inviter à présenter ces quelques remarques. C'est émouvant de prendre la parole un siècle après la disparition d'Émile Durkheim. Je voudrais commencer par citer la manière dont les milieux juifs réagissent à cette disparition. D'une part, un texte de l'univers israélite qui dit ceci: « Bien que ne pratiquant plus le judaïsme, il était resté juif de cœur, et nos frères opprimés pouvaient compter sur son assistance dévouée. » Donc, ce texte montre à quel point Durkheim, selon lui, n'était pas pratiquant, s'était éventuellement éloigné de la connaissance, des rituels, mais c'est un texte assez favorable. Le même jour est publié dans un autre journal, qui est le grand journal du monde juif traditionnel, l'univers israélite, un texte beaucoup plus critique, sur lequel on peut s'attarder quelques secondes. « Il nous est douloureux de penser que ce fils de rabbin n'a pas connu la religion de ses pères, que ce sociologue n'a pas su apprécier le caractère social du judaïsme, que ce savant et pédagogue d'origine juive a sans doute contribué à éloigner du judaïsme plus d'un intellectuel juif. » Cette dernière phrase est intéressante à conserver à l'esprit parce qu'elle est en partie juste. Durkheim symbolise au fond le triomphe du positivisme, de la rationalité, et vous vous souvenez tous, un des premiers préceptes des règles de la méthode sociologique, c'est d'éliminer les prénotions, d'éliminer au fond tout ce qui est de l'ordre de la croyance avant d'aborder l'examen du social à partir de principes quantitatifs, sérieux, maîtrisés, d'analyse factorielle, d'analyse multivariée, comme il va le démontrer brillamment dans Le Suicide, en repoussant bien évidemment tout ce qui est de l'ordre de la valeur personnelle qui déforme l'appréhension du réel. Donc, le durkheimisme en tant que tel peut, par certains aspects, être appréhendé en effet comme la mort ou la fin de la tradition du judaïsme à la société française, à la suite, au fond, du processus d'émancipation que connaissent les Juifs depuis la Révolution française, qui leur permet d'entrer dans le processus méritocratique de recrutement sur des bases, au fond, méritocratiques, universalistes, dans une citoyenneté de type universaliste. La France, de ce point de vue, diffère bien évidemment de l'ensemble des autres sociétés du monde, puisque si l'on compare au même moment avec l'Allemagne, qui en est justement l'antagonisme, les Juifs en Allemagne peuvent devenir docteurs de Heidelberg ou docteurs de Munich ou docteurs du Jena. Ils sont des grands docteurs, mais ils ne deviennent jamais des professeurs. Ils sont exclus de l'université. Et Zimmel, par exemple, doit attendre tout à fait la fin de sa vie pour être nommé à l'université de Strasbourg. Du coup, les Juifs allemands exclus de l'université dans une société demeurée profondément protestante, les Juifs allemands se replient sur leur propre université, le séminaire de Breslau, et ça va être le grand moment de ce qu'on appelle la Wissenschaft des Judentum, l'explosion extraordinaire d'une science du judaïsme qui conserve les dimensions scientifiques
apprises à l'université allemande, mais qu'il applique au judaïsme, à l'histoire juive, au Talmud ou à la Bible. Évidemment, ce type d'exclusion ne se produit pas en France, et heureusement, puisque les Juifs sont nommés à travers le processus de méritocratie de la Révolution française, à travers l'école normale supérieure, dès les années 1815-1820, vous avez des professeurs juifs, des agrégés, des normaliens, des polytechniciens, et bien vite, des professeurs au Collège de France, ce qui n'est le cas ni en Prusse, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, où Harvard, Yale ou Princeton et Oxford restent au fond fermés aux Juifs jusque pratiquement au début du XXe siècle. Donc Durkheim symbolise ce que j'ai appelé au fond la naissance des Juifs d'État, et du même coup il pose cette question tout à fait poignante du maintien d'une identité, du maintien, oublions le terme identité, du maintien de conviction, du maintien de croyance, du maintien de rituels, du maintien d'une mémoire, du maintien de liens de sociabilité, dans une société radicalement tournée vers l'universalisme, vers la citoyenneté militante, vers la science, qui refuse précisément la place du religieux au sein du service, au sein de l'espace public, et donc du même coup au sein, au fond, des méthodes qui vont être mises en œuvre par Durkheim lui-même. Alors, retenons encore retenons encore que cette expression étrange de l'univers israélite, c'est un savant et pédagogue d'origine juive. Étrange, puisque, vous le savez bien, Durkheim est fils de rabbin, petit-fils de rabbin, grand-fils de rabbin, il épouse une femme juive, il vit dans un milieu juif, il est entouré tout de même par beaucoup de juifs autour de lui. Il a maintenu une sociabilité juive, ce qu'il va appeler le communisme familial, dans une très belle lettre, qui assure une sorte de solidarité à un milieu restreint qui rencontre une forte hostilité. Durkheim, au fond, a maintenu des dimensions de son judaïsme, bien que lui-même, dans un texte sur lequel on va revenir dans un instant, se dit, lui, à son tour, d'origine juive. Dans un texte que je vais citer dans un instant, et lorsqu'il se présente, il dit « Je suis d'origine juive ». Étrange, puisqu'il est enterré au carré juif, comme l'a rappelé mon ami Fournier, mais il est entouré sur sa tombe figure des caractères hébraïques. Et il est, aux yeux de ses contemporains, il est explicitement juif. Au lieu de ceux qui l'aiment ou de ceux qui le détestent, il suffit de rappeler les phrases de Bourgain sur son nez juif et son air ascétique, mais également celles de ceux qui aimaient beaucoup Durkheim, comme Davy ou bien Maublanc, le grand philosophe Maublanc. Tous deux insistent sur la personnalité juive, sur le caractère juif de Durkheim, et insistent explicitement sur, au fond, son physique, qui pour eux rappelle non seulement un messie, mais également Durkheim aurait à leurs yeux, symboliserait même un personnage juif. Donc qu'en est-il? Comment quelqu'un comme Durkheim peut-il à la fois s'éloigner, Durkheim s'éloigne-t-il des valeurs de son milieu, des valeurs de sa famille, des valeurs de ses ancêtres, en créant la sociologie positiviste? Pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de se tourner au fond vers un des moments les plus fructueux de sa carrière intellectuelle, c'est-à-dire le moment qui va des règles de la méthode au suicide. Nous sommes entre 93 et 97. Or, entre 93 et 97, ce n'est pas un moment anodin. La France connaît à ce moment de son histoire le pire moment antisémite, comme j'ai essayé de l'étudier dans un ouvrage un peu ancien, paru chez Fayard. Drummond est déjà très actif
en 93, puisque c'est lui-même qui invente l'affaire Dreyfus, d'une certaine manière, la libre parole. Drummond a publié en 86 la France juive, où il dénonce les professeurs juifs, il dénonce les juifs à l'université, il dénonce les juifs au Conseil d'État. Et Durkheim construit une œuvre positiviste, scientifique, quantitative, analyse multivariée, factorielle, dépourvue de toute prénotion, à l'écart de toute valeur, à un moment où la France entre dans une période extrêmement instable, de très grande mobilisation antisémite, de très grande diffusion à travers la presse qui vend par millions d'exemplaires tous les jours des quotidiens chargés de haine antisémite, au moment où les campagnes électorales sont elles-mêmes largement irriguées par l'antisémitisme. Alors il est intéressant de voir comment Durkheim construit une œuvre, l'œuvre la plus positiviste qui soit, le suicide, où il invente véritablement l'analyse multivariée, l'analyse factorielle. Revoyons les très beaux livres édités par Boudon il y a bien longtemps, et Chazelle et Lazarsfeld. Le texte de Durkheim est emblématique de ce moment pour l'ensemble de la sociologie mondiale, je dirais. Et cette analyse quantitative, multivariée, factorielle, la plus positiviste possible, correspond à un moment de passion idéologique les plus extrêmes. Y a-t-il ou non un lien entre les deux? Alors évidemment, le plus souvent, on dit qu'il n'y en a pas. Et la plupart des historiens du durkheimisme tendent à négliger certains rapprochements. On peut trouver de nombreux rapprochements, puisque dans le suicide, on trouve un certain nombre de phrases emblématiques qui témoignent de la mémoire juive de Durkheim. Non seulement Durkheim cite en permanence le Pentateuque, des cinquantaines de citations. Durkheim s'intéresse à la cacheroute. Durkheim s'intéresse à de nombreux aspects de la vie juive tout au long de ses écrits. À peu près personne ne l'a jamais signalé, personne ne l'a jamais à peu près vu dans l'historiographie contemporaine. Ce qui est dit et ce qui est noté, bien évidemment, c'est la comparaison entre les protestants, les catholiques et les juifs. Pour quelles raisons les juifs se suicident-ils moins alors qu'ils sont les plus éduqués, à l'instar des protestants, qui eux aussi sont plus éduqués, mais les juifs se suicident moins que les protestants, qui eux se suicident plus parce qu'ils sont plus éduqués. Donc il y a une véritable aporie intellectuelle que Durkheim tente de résoudre, et il tente de résoudre de manière intéressante en écrivant ceci. Donc nous sommes dans le suicide toujours. La réprobation dont le christianisme les a longtemps poursuivis, c'est une phrase peu connue et peu citée, à mon sens peut-être même jamais en tant que telle. La réprobation dont le christianisme les a longtemps poursuivis a créé contre les juifs des sentiments d'une particulière énergie. La nécessité de lutter contre une animosité générale, l'impossibilité même de communiquer librement avec le reste de la population les ont obligés à se tenir étroitement serrés les uns contre les autres. Et Durkheim ajoute ceci: du coup, s'ils se suicident moins que les autres religions, et cette explication est différente de celle de l'instruction que l'on retient le plus souvent, s'ils se suicident moins que les autres religions, c'est, dit-il, à l'hostilité qui les entoure qu'ils doivent ce privilège. C'est à l'hostilité qui les entoure qu'ils doivent ce privilège. Alors, d'où vient cette hostilité? Qu'est-ce qui donne naissance à une telle hostilité? Évidemment, en 97, au moment où paraît le suicide, la France traverse ce moment antisémite d'une violence incroyable, où l'hostilité, effectivement, se déclare quotidiennement, de manière massive. Mais Durkheim n'en dit rien. Il ne dit rien de ce qu'il a sous les yeux, et il ne dit rien dans ce livre sur l'origine de cette hostilité. Il dit simplement qu'il y a une hostilité qui se déclenche contre eux et qui fait qu'au fond, ils vont moins se suicider parce qu'ils ont besoin de se rapprocher les uns les autres pour faire face à cette hostilité qui les concerne. On peut se demander d'ores et déjà, et Durkheim ne résout pas non plus cette question, elle est intéressante, si pour peu que cette hostilité disparaisse,
qu'en est-il du destin juif? Puisque ce qui fait résister les juifs dans leur personnalité, c'est l'explosion de cette hostilité. Pour peu que cette hostilité s'évanouisse, et elle n'a rien de fonctionnel, cette hostilité, on peut imaginer que pour Durkheim, le judaïsme et la personnalité des juifs s'évanouira elle aussi. Et cette interprétation n'est pas stupide, puisqu'il va l'évoquer un peu plus tard dans un autre texte que je vais commenter dans un instant. Alors, la personne qui est au cœur de l'affaire Dreyfus, c'est un capitaine Dreyfus qui partage toutes les caractéristiques de Durkheim. Il est originaire de la même région, il est un juif d'État, lui aussi. Il n'est pas passé par l'école normale supérieure, mais il est passé, et c'est tout aussi bien, par l'école polytechnique. Donc on a au fond deux personnes qui sont toutes deux issues des grandes écoles mises en place par l'État, qui témoignent au fond de la magnificence et de le système méritocratique de l'État républicain, qui, loin de s'en tenir, comme on l'a dit bien souvent, à des déterminations purement sociologiques en termes de classe sociale, ouvre néanmoins ses portes par la méritocratie républicaine, par exemple aussi à des minorités longtemps persécutées. Donc il y a des similitudes entre les carrières de Dreyfus et les carrières de Durkheim, et la carrière de Dreyfus est presque aussi méritoire que celle de Durkheim. Elle le porte, chose absolument exceptionnelle dans le monde occidental, jusqu'à l'état-major de l'armée, ce qui ne s'est jamais produit dans aucune des sociétés du monde moderne. Or, Durkheim reste prudent. Durkheim, j'ai combien de temps encore? Oh, c'est bon, 10 minutes. 10 minutes, il faut que je me dépêche, parce que, en fait, je n'ai pas encore abordé le cœur de mon exposé, et c'est un peu dommage. Donc, Durkheim reste extrêmement prudent, et il ne comprend pas bien ce qui se passe. Néanmoins, à Bordeaux, où il enseigne, non pas dans son œuvre, mais à Bordeaux où il enseigne, il rejoint le combat durkheimien, et il écrit ceci dans une lettre tout à fait étrange à Marcel Mauss, au moment de la plus grande explosion que la France ait connue d'antisémitisme, bien plus grande, je dirais, que dans l'entre-deux-guerres, et bien plus grande que dans les périodes postérieures. Il écrit à Marcel Mauss, en février 1998, au paroxysme des manifestations antisémites en France. Parlons d'abord des affaires de France qui doivent nécessairement te préoccuper. À Mauss, qui est juif lui aussi. La situation est en effet très grave, mais l'antisémitisme paraît bien n'être qu'une manifestation superficielle. Ce qui est grave, c'est qu'une aussi mince affaire, rien du tout, que dalle, c'est une aussi mince affaire, car en elle-même, elle n'est rien. L'affaire Dreyfus n'est rien en elle-même. Et pu produire un tel trouble, étrange concept, on verra qu'il y en a bien d'autres qui, eux aussi, n'appartiennent pas au vocabulaire sociologique habituel de Durkheim. Comme s'il fallait qu'il y eût, sous tout cela, une désorganisation morale profonde pour qu'un incident, affaire superficielle, une affaire qui n'est rien, pour qu'un incident, aussi peu important, ait pu déterminer de tels bouleversements. Ce qui est inquiétant, c'est que ce qui se dessine, c'est une réaction contre toutes sortes de principes qu'on croyait acquis. Durkheim ne dira pas, ne s'appesantit pas, ne recherche pas quelle est l'origine de tout cela. Il se lance néanmoins dans le combat dreyfusard, et ces choses sont assez peu connues. Il intervient publiquement, par exemple au moment de l'affaire Stepfer. Il envoie des lettres à un journal épouvantablement antisémite local à Bordeaux, le Nouvelliste, un journal nationaliste, incroyablement antisémite, et où il prend position en faveur de Dreyfus. Le journal le considère en réponse, et c'est à la une du journal, comme un agent de l'étranger. Et on comprend mal du coup que Durkheim s'en tienne à cette idée que l'affaire Dreyfus ne soit qu'un incident, alors que des centaines de milliers de manifestants crient mort aux Juifs dans les rues de la France. Durkheim persiste à considérer cette affaire comme purement superficielle.
Au fond, pour quelle raison, d'après lui, il ne le dira jamais, cette désorganisation sociale se traduit-elle par des poussées antisémites? Quel lien établit-il entre l'antisémitisme et la, je cite, réaction contre les principes que l'on croyait acquis? Durkheim ne se livre à aucune analyse historique, évite ce sujet, n'en dit mot, rien, pas un mot. Alors, comment? Oui, je pense par l'effort, mais très bien. Durkheim ne commente jamais, de manière explicite, les mobilisations antisémites qui le touchent de près, non seulement dans la presse locale, mais il a dû, depuis les fenêtres de son bureau au cours Pasteur, où j'ai moi-même enseigné, il a dû voir défiler les manifestants antisémites dans les rues de Bordeaux. J'ai retracé moi-même la manière dont les défilés antisémites voyagent à travers les rues de Bordeaux, la violence de la police qui charge, les policiers qui sont blessés, des manifestations d'une ampleur incroyable qui se situent en particulier dans cette bonne ville de Bordeaux. Durkheim n'en dit rien. Durkheim ne dit pas un seul mot sur ces affaires. Il interviendra dans le cadre de l'affaire du doyen Spetfer, mais au fond, oublions tout cela et passons très vite au texte sur lequel je voulais m'attarder beaucoup plus longtemps, et je le ferai très très vite malheureusement, qui est un texte peu connu, sur lequel les historiens du durkheimisme font le plus souvent silence. C'est un texte donc qui date de 1899. On vient interviewer Durkheim pour lui demander d'expliquer l'antisémitisme. Alors Durkheim est bien embêté. Il commence par cette phrase qui est tout à fait, qui l'honore tout à fait. Il dit ceci, il dit pas bien sûr, mais il dit des études seraient nécessaires. Bon, sans doute. Des études seraient nécessaires que je n'ai pas faites. Oui, mais pourquoi pas finalement? Des études, ça n'est toujours pas un sujet légitime, ni hier, ni aujourd'hui, malheureusement, dans l'université française, que de faire de telles études, mais il aurait pu peut-être s'y lancer lui-même. Et il ajoute, des études seraient nécessaires que je n'ai pas faites. Je ne puis donc vous donner qu'une impression. Pour un sociologue durkheimien qui rejette les prénotions et toute forme de valeur, de dimension personnelle et affective, c'est un peu paradoxal. Le texte, je dirais, il n'est pas d'une confusion, par rapport au respect que je dois à Durkheim et qui est fort et complet, ne me permet pas d'utiliser une telle expression, mais c'est un texte étrange, totalement contradictoire, faisant preuve d'un langage aux antipodes de la sociologie durkheimienne positiviste et qui rappelle beaucoup plus les termes de Le Bon ou de Tarde, contre lesquels Durkheim était, vous savez bien, violemment opposé. Durkheim commence par dire, sans aucune preuve, sans aucune connaissance, sans aucune citation, et de manière erronée, bien évidemment, en France, l'antisémitisme n'a rien à voir avec ce qui se passe en Russie ou en Allemagne. Premièrement, ce qui se passe en Russie ou en Allemagne, ça n'est pas du tout la même chose, et le statut des Juifs n'a rien à voir dans un cas comme dans l'autre. Et il ajoute ceci, en France, l'antisémitisme est lié à une crise aiguë, étrange emploi d'un terme qui n'est pas durkheimien, et surtout à des circonstances passagères. Donc Durkheim ignore complètement le long terme de l'antisémitisme français depuis le Moyen-Âge, ce qui se déroule au XIXe siècle, la violence de l'antisémitisme tout au long du XIXe siècle dans certaines régions françaises, et pourtant il ne l'ignore pas, la phrase suivante. La phrase suivante, il dit ceci, on l'avait déjà vu dans les régions de l'Est, là d'où il provient lui-même. On l'avait déjà vu dans les régions de l'Est, et il ajoute ceci, étant moi-même d'origine juive, un peu fort de café tout de même, fils de rabbin, petit-fils de rabbin, marié à une femme juive, étant moi-même d'origine juive. Pas d'origine juive, il est, objectivement, sociologiquement, mentalement, culturellement, par beaucoup d'aspects, il est. Pourquoi dit-il seulement d'origine ? La place des Juifs dans la société française reste hier comme aujourd'hui
très complexe et malheureusement très difficile à assumer. J'ai pu, là c'est contradictoire, j'ai pu l'observer de près. Alors, on ne sait pas très bien sur quel pied danser, d'un seul coup, j'ai pu l'observer de près. Et ces observations sont contradictoires, là encore. Pour faire vite, puisque le temps presse et que ce texte mériterait plusieurs heures peut-être de commentaires, tant il est intéressant, il pose des problèmes épistémologiques, sociologiques, théoriques prodigieux. On peut distinguer dans ce texte, dans l'esprit de Durkheim, j'ai quoi, quelques minutes encore? Oui, 5 minutes. 5 minutes, j'en aurais terminé. On peut distinguer dans l'esprit de Durkheim, à travers ce court texte où il s'efforce d'expliciter l'origine de l'antisémitisme, qu'il ne comprend pas, dont il ne voit pas les raisons, qu'il ne peut pas accepter, lui qui est un juif d'État intégré, professeur à la Sorbonne, grand professeur, bientôt reconnu. Il dit ceci: « J'ai pu l'observer de près en 1870. Et de même, on s'en prenait aux Juifs à cause des défaites. » Donc l'antisémitisme est lié, premier point, aux défaites militaires. Et Durkheim ajoute, en 1848, une explosion du même genre s'était produite en Alsace, ce qui est vrai. Donc, première variable, si on énonce cela en termes de variable principale, de causalité extrêmement complexe à retracer dans ce texte, et Durkheim confond tout, la cause et la fonction, totalement dans ce texte, il va à l'encontre même de sa méthodologie, c'est un texte totalement désespérant pour un durkheimien de bonne école. L'antisémitisme est la conséquence et le symptôme en même temps. La conséquence, le symptôme, la cause superficielle d'un état de malaise social. Alors voilà encore autre chose. D'une crise économique. Alors voilà encore autre chose. Donc les causes, il y a d'abord des causes principales, la défaite militaire, la crise économique. Et puis parmi les causes principales, et Durkheim là se lance dans quelque chose de tout à fait étrange et paradoxal, et de tout à fait choquant, je dirais. Il rejoint pratiquement la théorie du bouc émissaire, où il dit, les Juifs, quand la société souffre, mais pourquoi est-ce que les Juifs en seraient responsables? Ben non, quand la société souffre, elle éprouve le besoin. On a là un fonctionnalisme absolu, non encore révisé par nos chers amis Malinowski et Radcliffe Brown. Quand la société souffre, elle éprouve le besoin de trouver quelqu'un à qui elle puisse imputer son mal. Et l'expression de mal revient à 7 ou 8 reprises dans ce petit texte. Le mal, qu'est-ce que c'est pour un sociologue? Qu'est-ce que c'est que le mal pour des citoyens, pour des agents sociaux, sur qui elle se venge de ces déceptions? Mais pourquoi est-ce que la société impute aux Juifs ce mal, et pourquoi est-ce qu'elle se vengerait sur les Juifs de ces déceptions? On ne comprend pas très bien. Il l'écrit, mais sans aucune explication. Et là, les Juifs étaient en effet l'objet, dans les causes principales qui expliquent l'antisémitisme, on croit rêver, et en même temps il a raison, mais il n'en donne pas la raison, de quelques défaveurs de l'opinion. Les Juifs étaient l'objet de quelques défaveurs de l'opinion. Il ajoute ceci, ce sont les parias, étrange terme plutôt weberien que durkheimien, ce sont les parias, terme que Durkheim, je pense, n'a jamais utilisé par ailleurs de sa vie, ce sont les parias qui servent de victimes expiatoires. Mais pourquoi diable les Juifs sont-ils les parias? Durkheim n'en dira rien, son analyse est dépourvue de toute profondeur sociologique ou historique. Pourquoi sont-ils des parias dans une société française dont ils sont citoyens depuis septembre 1791? Pourquoi sont-ils des parias dans une société française où ils ont donné des naissances à des généraux, des colonels, des préfets, des ministres, des membres du Conseil d'État, des professeurs au Collège de France? Pourquoi sont-ils toujours des parias?
Durkheim n'en dira rien, et là encore, le texte tourne un peu sur lui-même. Alors, parmi les causes principales, troubles économiques, défaites militaires, défaveurs dans lesquelles l'opinion tient les Juifs, et circonstances secondaires maintenant. Le terme apparaît dans le texte. Il ne dit pas circonstance principale, cause principale, c'est moi qui lui fais dire, mais enfin quand on regarde la logique du texte, on a un peu l'impression qu'il distingue le principal du secondaire. En tout cas, il le dit. Sans doute, des circonstances secondaires ont pu exercer quelque action. Mais comment? Quel est le lien entre les circonstances secondaires et les circonstances principales? Pour notre homme qui est le pape de l'analyse multivariée et de l'analyse factorielle, évidemment, il ne peut pas mettre en œuvre la même sophistication que dans le suicide, avec l'exemple de la Suisse ou d'autres sociétés, mais on reste sur sa fin néanmoins. Alors, sans doute, il y avait des circonstances secondaires. Parmi quelles sont ces circonstances secondaires? Des aspirations vaguement religieuses, c'est-à-dire le catholicisme intransigeant, qui se déverse à travers la société française par un rejet et un refus de la Troisième République, de la laïcité, des mesures qui sont prises de laïcisation de la société française, à laquelle les Juifs et les protestants sont partie prenante. Donc, il y a sans doute des aspirations religieuses, mais lesquelles? Il le disait dans le suicide, au début du suicide, les catholiques. Là, il ne le dit plus. Et puis, parmi ces circonstances secondaires, là, les bras vous en tombent, certains défauts de la race juive ont pu être invoqués pour le justifier. Mais ce sont là des causes accessoires. Donc les causes accessoires, les causes secondaires sont accessoires. Mais dans quelle mesure sont-elles accessoires? Dans la mesure où c'est à partir de la théorie du bouc émissaire, qui est elle-même très contestable, que Durkheim explique cette poussée de l'antisémitisme. On n'en saura rien. Étrange utilisation du terme race juive sous la plume de Durkheim, à mon sens la seule fois où il utilise ce terme, où il, au fond, se fait l'écho des théories de Jules Souris ou de bien d'autres, de celles de Drummond, en vogue à son époque, et terme, vous en conviendrez, très peu sociologique, et qui étonne chez le père de la théorie du positivisme. Alors, ce sont là des causes accessoires. Des causes accessoires à quoi? À cet antisémitisme dont Durkheim a bien du mal à venir à bout. Il est donc avant tout, cette fois c'est l'antisémitisme qui est non pas la cause de ou la conséquence de, mais l'antisémitisme simplement est un indice. C'est un indice de la grave perturbation morale dont nous souffrons. Alors, très bien. Est-ce que c'est le retour de l'anomie? Est-ce que c'est le grand retour de la théorie de l'anomie qui expliquerait une désorganisation sociale et morale, qui expliquerait la poussée d'antisémitisme? Mais alors l'anomie, ça n'a rien à voir avec la défaite militaire. On est là face à des variables multiples dont le lien logique n'est pas constitué et qui laisse le lecteur sur sa faim. Et puis, il reste d'autant plus sur sa faim que Durkheim utilise un langage et un vocabulaire qui le choquent. En permanence, tout au long de ce texte, l'antisémitisme est simplement un mal, un trouble, l'objet d'une crise. Et pour le limiter, pour le combattre, alors qu'il est tellement passager et qu'il est si superficiel, d'après lui, dans la société française, comment peut-on s'y prendre? Eh bien, il faut réprimer les actes antisémites, donc retour au droit répressif dans une société de type restitutif pourtant. Il faut réprimer sévèrement toute excitation à la haine des citoyens des uns contre les autres. On ne sait rien de l'origine vraiment de cette haine,
de la manière dont elle se met en place et de la manière dont elle affecte ses concitoyens juifs et sa propre famille. Sans doute, par elles-mêmes, des mesures répressives ne sauraient suffire à convertir les esprits. Il ne s'agit pas de la conversion au catholicisme, il s'agit de la conversion simplement aux idéaux républicains, pour que les concitoyens deviennent raisonnables dans la manière d'appréhender cela. Alors, comment peut-on s'y prendre? Ces mesures ne seront pas suffisantes pour réprimer ce qu'un tel crime a d'odieux. Voilà encore autre chose, puisque ça renvoie à des crimes, division du travail, le suicide, la théorie du crime. Et en quoi est-ce que l'antisémitisme est un crime? Et s'il est un crime, c'est qu'il n'est pas passager, c'est qu'il n'est pas une mince affaire, c'est qu'il est quand même quelque chose de grave. Là encore, on ne comprend pas très bien. Et Durkheim termine ce texte en faisant usage du terme de la folie. D'un coup, l'antisémitisme se présente comme une folie. Nous sommes là aux antipodes absolus, au fond de l'analyse durkheimienne, qui laisse peu de place, malheureusement d'ailleurs, à ce sur quoi Tarde et le bon et les méchants avaient tant insisté, c'est-à-dire l'imaginaire. Il faut donc, dit-il, et je termine, que le gouvernement prie sur lui d'éclairer les masses. Il faut donc éclairer les masses. Là encore, on est soi-même étonné du fait que Durkheim utilise le terme de masse, qui est un terme utilisé en permanence par Le Bon et par Tarde, les auteurs que Durkheim déteste, honnie. Durkheim n'emploie que très rarement le terme de masse. Les masses, c'est la mobilisation, l'idéologie, le rêve, les fantasmes. Les classes, les citoyens, c'est autre chose. Il faut donc que le gouvernement prie sur lui d'éclairer les masses sur l'erreur, où on les entretient. On les entretient. Qui les entretient? Sur une telle erreur. L'antisémitisme est-il une erreur? En quoi est-il une erreur? Et il ajoute ceci: il ne put pas être soupçonné de chercher des alliés dans le parti de l'intolérance. Si vous me laissez encore quelques secondes, et j'aurai terminé, je voudrais conclure par cette phrase donc, où Durkheim mentionne pour la première fois le parti de l'intolérance, c'est-à-dire du catholicisme intransigeant, qui en effet est au cœur de cette mobilisation. Mais Durkheim n'en dira pas plus que ce petit texte de 1899. Il revient à cette question de manière épisodique, de manière tout à fait unique, excusez-moi, en 1902, dans une lettre alors vraiment tout à fait passionnante, et qui s'engage dans une perspective radicalement contraire à celle que je viens d'énoncer. Durkheim écrit ceci, en s'inspirant, en traçant ici véritablement une perspective de sociologie politique plus affirmée. Il dit ceci, citation: « Je considère, citation, comme particulièrement juste cette idée que le parti républicain a lui-même couvé l'œuf, étrange métaphore, mais bon, a lui-même couvé l'œuf dont est sorti le nationalisme. On ne fait pas impunément de l'idée de revanche et du désir de reconquérir la gloire militaire la base même de la conscience collective d'un peuple. Cette fois, ça n'est pas le catholicisme, ça n'est pas la crise économique, ça n'est pas la défaite militaire, c'est la République elle-même qui est visée dans sa dimension patrioticare, celle mise en place en effet dans les années 80-90 pour répondre aux méchants Allemands de Treitschke à Mommsen. On a là au fond une société française barétienne, où Maurice Barrès devient la grande vedette d'un nationalisme guerrier qui rejoint et qui légitime le patriotisme au fond des pères de la République. Et Durkheim, de manière tout à fait intéressante,
en vient à lier l'antisémitisme non à la crise économique, non à la désorganisation morale, non à la défaite militaire, mais au défaut de la République elle-même. Merci.